Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Tu étais venu dans les locaux de Sycomore nous parler de ProSilva. Et donc, j'aurais bien voulu que tu commences déjà par te présenter et ensuite de nous dire en quelques mots, de nous parler de ProSilva. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont finalement vos missions? Donc je suis, Antoine Cadoré, je suis le directeur de ProSilva France, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc ProSilva France, c'est, en gros, un collectif de forestiers, de forestières et de propriétaires forestiers, qui sont là pour défendre une certaine, vision de la gestion forestière et de la sylviculture. Donc on est, un peu plus de 500 adhérents en France et c'est aussi un réseau européen puisqu'il y a 22 ProSilva nationaux, en Europe. Heu, En gros, on part du principe que, à chaque fois qu'on opère une coupe de bois, dans un écosystème forestier, eh bien, on vient apporter de la perturbation à cet écosystème-là. Donc, le but, c'est d'essayer de récolter un peu plus souvent, mais un peu moins brutalement, du bois dans la forêt, tout en travaillant à la qualité, tout en travaillant à la diversité, au mélange des essences, au mélange des strates. Parce qu'on sait que, plus un système est complexe et plus il va être résistant aux aléas et plus il va être également résilient face à ces aléas-là. Donc c'est-à-dire, il va mettre un peu moins de temps à se remettre et il se remettra mieux. Toi qui te perplexe, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre l'aventure ProSilva? Alors c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Avant ça, j'étais dans une ONG, on travaillait sur les chaînes d'approvisionnement liées à certaines matières premières. D'accord, Moi, je travaillais sur, le bois et la pâte à papier. d'accord, ok. Le problème, c'est que je faisais un travail qui était nécessaire, c'est-à-dire j'essayais d'apporter de la transparence sur des chaînes d'approvisionnement, mais qui étaient un peu éclatées aux 4 coins de la planète, Ah oui. sur de la matière extraite, un peu partout dans le monde et j'avais pas cette dimension locale. C'est-à-dire je voyais pas en quoi mes actions, alors que j'étais en train de qualifier tel ou tel fournisseur de responsable, Mhm. j'avais jamais mis mes pieds dans cette usine-là et sur la base de documents, je devais dire: «C'est OK pour moi, ça me paraît clean». Au bout d'un moment, ça commençait à me poser problème et puis, un petit peu dans les mêmes temps, il y a eu les incendies de 2022, et bah, j'avais de plus en plus envie je me suis dit: «Il y a des enjeux aussi au niveau de la forêt française, j'ai envie de travailler un peu plus en local, donc pourquoi pas, rejoindre cette aventure-là?» Voilà, bon, à la base de la base, je vais reprendre un BTS en gestion forestière et il s'avère que dans mes recherches, j'ai rencontré les adhérents de ProSilva qui m'ont fait rejoindre cette aventure-là. Alors, il y a un peu plus de 20 ans, il y a 2 fondateurs, dont le fondateur de Patagonia, qui ont créé 1% pour la planète. Nous, on a rejoint cette initiative qui est assez unique en 2022, donc 20 ans après la création. Et on a décidé d'y participer, notamment à travers 2 fonds, donc le fonds Europe Écosolutions dont je parlais juste à l'instant, et également son grand frère ou son petit frère, qui est une version plus internationale, un fonds qui s'appelle Global Écosolutions. Et donc on a décidé de faire des dons non fléchés, notamment à ProSilva. Non fléchés parce qu'on pense que vous êtes les mieux à même, en fait, de savoir précisément comment utiliser ce financement pour vos activités. Moi, j'ai une question qui est très simple, c'est est-ce que ça a vraiment été utile pour vous? Comment vous l'utilisez, ce financement? Mais, pour nous, c'est hyper important d'avoir ce type de financement-là parce que, mine de rien, on passe aussi beaucoup de temps, à monter des dossiers, à monter des projets, ce qui est tout à fait normal, hein. Ça fait partie des missions de ProSilva. Nos missions, du coup, c'est, la formation, sur la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est la sensibilisation, mais on fait aussi pas mal de projets de recherche, et développement, sur cette sylviculture. Et donc, bah, il y a des années où, les campagnes, elles sont couronnées de succès. Il y a d'autres années où c'est un peu moins le cas. Le fait d'avoir des accompagnements non fléchés, comme celui de Sycomore, ça nous permet d'avoir une certaine régularité sur une partie de nos financements qui est quand même un peu plus confortable. Ça nous permet aussi de pouvoir nous adapter. On est une petite structure, hein, aujourd'hui, on est 6 salariés. Ça nous permet un petit peu, bah, de voir en fonction des différents aléas, de nous adapter, et puis surtout, on est, une association d'utilité publique. Tout ce qu'on fait n'a pas forcément vocation, à rapporter de l'argent.
Quand je fais des déplacements auprès d'élus, de politiques, quoi que ce soit, il y a pas de revenu qui est derrière. Et si on veut continuer à avoir ce type de mission qui est nécessaire aujourd'hui, ce type d'accompagnement-là est vital. Des choses toutes bêtes, mais investir un peu dans du matériel, ne serait-ce que nos ordinateurs. Enfin, on a refait notre site web aussi il y a pas très longtemps. Ce type de financement-là nous permet de faire ce genre d'action. D'accord. Ou vous mettre en avant pour avancer. Exactement, ouais, pour nous rendre un peu plus visibles parce que, mine de rien, on est que, entre guillemets, 520 adhérents aujourd'hui en France, Ce qui est assez peu. ouais, pour une association et donc du coup, il faut on est très connu dans la sphère technique, dans la sphère des gestionnaires, des techniciens forestiers, mais quand tu sors de cette bulle-là et ben, on est beaucoup moins connu. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a d'autres façons, de faire, en termes de gestion forestière et d'exploitation du bois. Mais après cette vidéo, tu verras beaucoup de gens Mais j'espère. vont davantage vous connaître. Je voudrais que maintenant qu'on parle un peu de ta passion, qui est quand même la forêt. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as beaucoup parlé de forêt et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. La forêt, elle joue un rôle clé, notamment dans le réchauffement climatique, avec la séquestration de CO2 atmosphérique. Mais on voit aussi qu'elle est pénalisée par le réchauffement climatique. Je crois qu'on parle d'une perte d'un quart en une décennie de sa capacité à capter du CO2. Quel est aujourd'hui ton regard sur la forêt en France? Est-ce qu'on est dans une situation qui est, je dirais, dangereuse ou est-ce qu'il y a encore de l'optimisme à avoir? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Voilà, alors un peu ton regard sur la situation de la forêt en France. Bah, tu le disais, il y a des constats qui sont un peu alarmants. Sa capacité à stocker du carbone. Là, on est en train d'entrer dans une période assez sèche et caniculaire qui n'augure pas de très bonnes choses pour cet été. Donc effectivement, elle stocke moins de carbone. De façon générale, la forêt française, elle croît moins vite que ce qu'elle a cru par le passé. C'est-à-dire les arbres poussent moins rapidement. Le carburant des arbres, c'est l'eau. L'eau, elle est moins bien distribuée ces dernières décennies et du coup... Comment tu l'expliques ça? Tout simplement le changement climatique, en fait, le fait que aujourd'hui, ouais, une eau qui est moins bien. Avant, on avait des choses un peu plus lissées. Aujourd'hui, ça va quand même dans les extrêmes, que ce soit en termes de périodes sèches comme de périodes très pluvieuses, avec des précipitations qui sont beaucoup plus diluviennes et ouais, une forêt, elle a besoin, mine de rien, de stabilité, hein. Les arbres, ils peuvent prendre des coups, mais de façon répétée, au bout d'un moment, ça les entame. Donc, si tu veux, il y a ce constat-là, du fait qu'effectivement les forêts souffrent. Néanmoins, il y a aussi des actions qu'on peut mener pour essayer d'accompagner les écosystèmes forestiers et d'essayer, comme je te disais en préambule, de les rendre plus résistants et plus résilients. Il y a aussi des choses dont on ne parle pas, mais le scolyte dont tu as entendu parler, certainement, qui est grandement favorisé par les sécheresses, mais c'est aussi parce qu'on a des peuplements purs d'épicéas qui ont été installés en plaine alors que c'est une essence de montagne. Donc forcément que lorsque tu as des peuplements purs sur des centaines d'hectares, avec très peu de diversité dans ces peuplements, à un moment donné, le scolyte, il va s'en faire à cœur joie de venir coloniser ces espaces. Ouais, les notes d'espoir, c'est on a quand même des écosystèmes forestiers en France, à majorité feuillus. Il y a des écosystèmes forestiers qui sont en pleine vitalité. Il faut qu'on travaille à cette résilience, cette résistance, qu'on ne se dise pas aussi qu'on a toutes les réponses et que c'est nous, les humains, qui savons comment vont se comporter ces peuplements-là en les remplaçant trop brutalement par d'autres types de peuplements soi-disant plus résilients dans le futur. Et la coupe, est-ce que ça a un impact aussi? La coupe rase, est-ce que ça... Comment tu mesures en fait quelque part l'exploitation un peu économique avec l'impact négatif sur le développement d'une forêt? Alors, l'économie et l'écologie, c'était deux mots qui étaient imbriqués dans le premier logo de ProSilva. Il y a toujours eu cette notion économique.
Ok. Tous les gestionnaires qui sont dans le réseau ProSilva aujourd'hui, ils gagnent leur vie. Et donc, ils gagnent leur vie parce qu'ils ont une activité qui est rentable. Maintenant, effectivement, à chaque fois que tu viens dans un peuplement et que tu viens opérer une coupe, tu viens y apporter une perturbation. Il va y avoir plus de lumière qui va rentrer dans ton peuplement, il va y avoir plus de sécheresse. Bref, tu perturbes l'écosystème. Le tout, c'est de savoir jusqu'où tu peux aller dans une coupe pour ne pas entamer la dynamique qui est en cours. D'accord. Donc, nous, on prend le parti que on va couper moins, c'est-à-dire qu'en général, on prend l'accroissement naturel d'une forêt et qui excède pas, en général, 20% du peuplement qui est en cours. Et on sait que venir de façon répétée comme ça, en perturbant le moins possible cet écosystème, il va continuer à produire du bois. On va toujours essayer de travailler pour la qualité, donc on va faire grossir les beaux bois qui sont nets de nœuds, très droits, avec des houppiers qui sont en pleine vitalité. Bah, ces arbres-là, on va essayer de les favoriser. On va essayer de favoriser aussi le mélange des essences et le mélange des strates au sein du peuplement, puisque bah, tous les arbres à différents stades de leur croissance n'ont pas forcément les mêmes besoins en lumière, les mêmes besoins en nutriments. Voilà, je sais plus si j'ai répondu à ta question, mais Oui. donc en gros, effectivement, on sait que des coupes très brutales, elles vont ramener trop de lumière, trop de sécheresse, des températures plus élevées. D'accord. Et donc ça, dans des périodes de changement climatique où justement les sécheresses commencent à être plus fréquentes, Ça vient accélérer le processus de dégradation. Ouais. on rentre dans des sortes de boucles de rétroaction positives. Et il y a quelques semaines, quelques mois, là, je crois que c'était même l'an dernier, mes équipes sont venues visiter une forêt avec vous dans l'est de la France. Je crois que cette forêt s'appelait Dambar, je crois. Ouais. Dambar. Les équipes ont été marquées par votre approche très humble, très presque low-tech, mais dans le bon sens du terme. Dans un environnement, dans une société qui se transforme, où le digital est en train de presque remplacer l'humain. On parle de big data et d'intelligence artificielle. Si on prend un peu de recul, et sans faire trop de philosophie, mais qu'est-ce que la forêt nous enseigne finalement dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons? Déjà qu'on n'a pas toutes les réponses. Voilà, je pense que les écosystèmes forestiers en place, ils ont beaucoup de choses encore à nous apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est dans cet aspect de projet de recherche et développement. C'est qu'il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas au sein de nos écosystèmes forestiers. Tout ce qui se passe dans nos sols, par exemple, on connaît encore peu. Les interactions entre les espèces, toutes les questions de biodiversité. Donc je pense qu'on a plein de choses à apprendre de ça. Et effectivement, moi je crois que c'est en ramenant plus d'humains en forêt qu'on pourra cultiver cet aspect, comme tu dis, low-tech, connaissance, appréhension, observation. Alors faut pas croire, il y a beaucoup de technologies, mine de rien, aujourd'hui en forêt, pour des questions de suivi, pour des questions de mécanisation du travail également, pour les exploitants et les bûcherons. Mais je pense qu'effectivement, on aurait peut-être intérêt à faire un tout petit pas en arrière pour essayer de ramener du matériel plus léger en forêt, et puis essayer de ramener de l'humain. Encore une fois, un forestier, il suit sa forêt sur des décennies, et au bout d'un moment, il commence à avoir un œil aguerri. Alors, c'est pas qu'il fait pas de suivi derrière, comme je te disais, il y a beaucoup de calculs, du suivi des diamètres, du suivi de biodiversité, tous les dendromicrohabitats, donc tous les trous, toutes les cavités qu'il y a dans les arbres. Ça, c'est à suivre, bien évidemment, mais à un moment donné, effectivement, on est presque sur du sensoriel. Et ça, je pense que c'est l'expérience du forestier qui s'inscrit là-dedans. Et puis, c'est des savoir-faire aussi qu'il faut continuer à perpétuer. Et je pense que les générations futures ont besoin là de tout ce recul qu'on a sur certaines forêts, comme sur Dambar, par exemple, qui sont menées comme ça depuis déjà plusieurs décennies. Il faut qu'on puisse transmettre ça, et c'est tout l'objet de ProSilva. Ouais. Alors Antoine, j'ai une dernière question, qui est un peu la question qu'on se pose quand on ferme les yeux. C'est à quoi pourrait ressembler la forêt en 2050 si tous les principes que vous mettez en avant, ProSilva, étaient appliqués? À quoi elle pourrait ressembler en France en particulier? Alors en 2050, sur le temps des forêts, c'est demain. C'est ok. Mine de rien. Donc c'est court. Ouais, c'est super court. En 25 ans, bon, après, il peut
il peut y avoir plein de choses qui apparaissent, mais imaginons, ouais, si demain tu avais toute la forêt française qui était traitée selon la façon qu'on préconise, bah, t'aurais plus de gros bois, t'aurais plus de strates verticales, il y aurait possiblement plus de régénération naturelle avec une diversité qui s'exprime. Encore faut-il qu'il y ait un équilibre forêt-gibier qui soit respecté aussi. Ça, c'est un gros sujet hein, qui va même par-dessus le changement climatique au sein des forestiers et des forestières. Là où les chasseurs ont un impact, tu veux dire, sur le... Alors en fait, que tu sois en régénération naturelle ou que tu sois dans des forêts de plantation, il y a un impact du gibier qui est certain, puisque on a supprimé tous les grands prédateurs en France. On a introduit un petit peu le lynx, il y a un peu de loup aussi, mais partout ailleurs, tu as une densité de gibier, d'ongulés, donc sanglier, cerf, chevreuil, ça dépend des coins, mais qui vient mettre à mal la régénération naturelle des forêts. D'accord. Donc, et ça, c'est un gros souci dont on parle peu, parce que c'est un sujet qui est hautement polémique. Mais ça vient perturber la biodiversité, en fait. Ouais, bah, en fait, oui, parce que les ongulés vont venir à différents stades de la croissance d'un jeune semis jusqu'à une perche qui fera 5 ou 10 cm de diamètre. Donc c'est soit le sanglier qui va venir déterrer les glands, soit le chevreuil qui va venir brouter les semis, qui va venir faire ses bois une fois que la tige elle sera assez épaisse aussi pour retirer la petite couche là qu'il y a sur ses bois. Et le cerf aussi a un impact. Et donc aujourd'hui, tu as la moitié du coût d'une plantation, c'est sur de la protection de ces plantations. Ah oui. Puisque la chasse, c'est quasiment la seule possibilité pour réguler les densités de non-ongulés. En tout cas, tant qu'on n'aura pas réintroduit de grands prédateurs. Et ça vient mettre à mal. Et oui, effectivement, par exemple, si je te prends l'exemple de hêtres et de chênes, en général, nous, on essaie au maximum de favoriser le chêne parce que c'est des arbres qui sont à haute valeur ajoutée. Le chêne est très prisé. Le chevreuil va venir brouter les chênes en général. Les hêtres sont peu appétants par le chevreuil. D'accord. Quand tu vas en forêt, vu qu'on observe un petit peu tout ce qui s'y passe, on va faire des enclos-exclos. Donc, en gros, imagine des barrières en bois qu'on met de 5 mètres sur 5 mètres. Et quand tu regardes ce qui se passe à l'intérieur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, c'est le jour et la nuit. À l'intérieur de ces enclos-là, tu as parfois des tiges qui font déjà 4-5 mètres de hauteur et tout autour, tu n'as plus rien. Donc, en général, c'est clairement un indicateur d'une densité de gibier qui vient et qui met à mal la régénération des forêts. Ouais, c'est intéressant. Hein. Et t'as même, au sein de ça, tu as plein de diversité qui s'exprime. Ouais. Bon, après, j'imagine que la chasse, elle est quand même très ciblée sur un certain nombre d'espèces. Ce qui aussi peut avoir des implications parce que il y a quand même une explosion du nombre de sangliers. Ouais. Je suis pas sûr que en déséquilibrant comme ça, je dirais la population, l'impact soit très positif. Parce que là aussi, j'imagine. Hein, en fait, le truc, alors je vais peut-être pas me faire des copains, mais quand tu es un chasseur, ce que tu aimes voir dans une forêt, c'est beaucoup de gibier. Puisque forcément, à un moment donné, dans ton week-end, le temps il est limité et c'est bien que tu ramènes une proie, quoi. quelque chose. Ouais. Donc, forcément que ça, et puis alors, je te parle même pas de toutes les problématiques d'agrainage ou quoi, parce qu'il y a des gens qui nourrissent aussi ce gibier-là. Tout à fait. Donc souvent les chasseurs eux-mêmes. Hein. Ouais, donc il faut un foisonnement de faune au sein d'une forêt, mais effectivement, quand tu as un déséquilibre complet, enfin les animaux, ils aiment bien, tu peux pas juste leur dire va à cet endroit-là pour manger, ils vont se servir dans toute la forêt, quoi. Et effectivement, faut vraiment aller voir un petit peu en forêt comment ça se passe. Tu le vois tout de suite sur le parterre forestier quand il y a de la régénération naturelle ou pas. Et effectivement, ils ont tendance aussi à aller chercher des essences, ce que nous, on recherche dans une sylviculture. Oui. Après, tu as des techniques de chasse qui sont hyper efficaces, et qui permettent de ramener des densités à peu près correctes.
Il y a un super documentaire en ce moment là sur le parc de Yellowstone. D'accord. Ils ont eu ce problème-là, regarde-le, ils ont eu ce problème-là, ils ont réintroduit le loup et les effets du loup en quelques décennies, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Tu revois des petits morceaux de forêt qui commencent à réapparaître un petit peu partout, quoi. Mmh. Ça a complètement bouleversé toute la chaîne. Mais bon, admettons qu'on arrive à réguler ça. Ok. 2050. Bah, et comme je te dis, essayer d'étager au maximum. Ok. Et puis mélanger en essence, c'est-à-dire que, comme je te dis, dans un peuplement où tu as une dominante d'une certaine essence, tu vas aussi aller travailler un petit peu pour des essences qui sont peu présentes ou qui sont présentes en minorité pour pouvoir les laisser s'exprimer. Donc c'est du travail fin, mais oui, alors faut savoir que pour régulariser une forêt, tu vois, de passer d'une forêt très monospécifique à une forêt très mélangée, quand c'est possible, Oui. il te faut entre 50 et 80 ans, Ah tu oui. vois. Donc on est sur un pas. C'est aussi une des difficultés du métier de forestier, c'est que on récolte aujourd'hui le fruit des générations de forestières Bien sûr. précédentes. Ok. Et aujourd'hui, la majeure partie des professionnels travaillent pour les générations futures. Et effectivement, il y a tout ce truc un peu contradictoire qui est de se dire que on n'a pas la main sur tout. Faut savoir aussi un petit peu lâcher prise. On travaille sur un temps qui est très long, or nos considérations humaines, nous, sont toujours très courtes, y compris les considérations politiques. C'est sûr. Surtout politique. Ouais. Le message général, c'est que on s'en est aperçu aussi pendant la période Covid, c'est que quand tu laisses un petit peu la nature reprendre ses droits, ah ben, elle a une capacité de résilience absolument incroyable, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaie de prôner, on essaie de produire du bois pour répondre à une filière, pour répondre à une économie, mais on sait aussi que sans biodiversité en forêt, sans un certain volume de bois mort sur pied ou au sol, sans un respect des sols aussi, faire attention à ne pas faire passer des machines absolument partout, Oui. parce que ça tasse les sols et que du coup ça a des conséquences délétères sur les peuplements et sur tout ce qui pousse au-dessus. Eh ben, on a besoin de cette biodiversité, on a besoin de ces dynamiques naturelles-là. Nous, on peut faire qu'accompagner finalement, quoi. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine pour cette discussion qui était évidemment très, très intéressante. Merci encore pour avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci.